chers amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, très bonne fête de Pâques, la plus grande fête de l'année liturgique, comme vous savez, la fête de la résurrection du Christ. Le Christ est vraiment ressuscité. Très belle fête de Pâques à vous tous, à vos familles. Au programme aujourd'hui, deux émissions, deux séquences. D'abord, nous recevons Hubert de Torcy, le président de Sage Productions, qui vient un peu nous parler des développements de cette belle société de production et de distribution de films chrétiens. Puis, nous recevrons Marie Nicolardo, qui est jeune vitrailliste, qui se lance dans la fabrication de vitraux et qui vient nous parler de cet artisanat extrêmement particulier, mais aussi extrêmement traditionnel. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Hubert de Torcy. Bonjour Hubert. Bonjour Guillaume. Vous êtes le président de Sage Productions. C'est quoi Sage Productions déjà ? Donc c'est une société de production et de distribution de films d'inspiration chrétienne. Voilà. Et alors, je voulais qu'on fasse un peu un point, parce qu'on parle assez régulièrement de vos films, mais je voulais qu'on fasse un peu un point sur les développements des derniers mois, parce que maintenant vous êtes devenu réellement producteur, si je puis dire. Vous vous contentez pas de doubler des films qui ont été produits ailleurs, vous produisez vous-même. Exactement, ouais. Ça fait longtemps qu'on prépare cette nouvelle activité parce que les temps de développement des films, c'est très très long. Hein, donc ça fait 3-4 ans pour certains films sur lesquels on travaille au niveau des scénarios. Et on a tourné notre premier film l'été dernier, notre premier film de long métrage de cinéma, produit intégralement par Sage. Et on le sort le 7 mai prochain, donc dans quelques semaines, même pas. Alors quel est le thème du film ? Alors c'est une comédie, déjà le genre c'est une comédie spirituelle, dans tous les sens du terme j'espère, à la fois familiale avec un petit côté satire sociale, un peu de comédie romantique, donc il y a un petit mélange de genres mais quand même globalement autour de la comédie et donc j'espère que les spectateurs auront du plaisir à voir le film et rigoleront en voyant le film. C'est déjà ce qu'on a comme sentiment à travers les avant-premières qu'on est en train de faire un peu partout en France. Le titre c'est Deux mauvaises foi. D'accord. Voilà, donc il y a quand même un lien avec la foi, même si elle est mauvaise. Non, mais c'est pas un titre pris par hasard, bien entendu. Je disais que c'était une comédie spirituelle. Pour pitcher rapidement le film, en gros, c'est l'histoire d'un notaire vieille France qui est campé par Pascal de Molon et qui a deux problèmes dans sa vie, un château qui prend l'eau et une fille qui a le mauvais goût d'être maquée avec un bobo arriviste, qui est bouffeur de curé, qui mange de la charcuterie le vendredi saint. D'accord. Et donc voilà. Et un jour, il doit régler une succession d'une vieille comtesse richissime qui veut léguer toute sa fortune à un jeune artiste bohème fort sympathique, qui n'héritera qu'à une seule condition, c'est que ce soit un bon catholique, ce qu'il n'est pas, bien entendu, au début de l'aventure. Et donc, le fameux notaire, qui a une foi un peu molle, comme dit sa femme, va tenter d'évangéliser ce jeune artiste de manière très maladroite. Tous les plans qu'il va mettre en place vont s'avérer la plupart catastrophiques. Il va emmener tout ce petit monde à Paray-le-Monial en pèlerinage. Voilà, donc c'est assez cocasse. Il y a quand même quelques petites piques ici ou là spirituelles qui, j'espère, vont réveiller les spectateurs. Ça s'adresse au grand public de manière générale, mais je pense que le public chrétien appréciera qu'on ne rit pas d'eux, mais avec eux, de nos petits travers à l'intérieur d'Attribut Catho. Ok. Et donc ça, c'est le premier film intégralement produit par Sage ? Exactement. Donc on a eu de la chance, vraiment, parce que c'est quand même un certain budget. C'est 2,5 millions la production d'un film comme ça, d'avoir un préachat de Canal+, Ciné+, et OCS, donc il est aussi coproduit, si je puis dire, par ces chaînes de télévision-là qui l'ont préacheté, et on a surtout eu les honneurs d'être sélectionné en sélection officielle au Festival de l'Alpe d'Huez, qui est le festival de comédie en France. Donc pour nous, c'est vraiment des bons signaux. Parce que le but, c'était pas de faire un film uniquement pour les chrétiens, mais de pouvoir toucher vraiment un large public avec ça. Et alors, pardon, je connais rien au business du cinéma, mais 2,5 millions, comment est-ce qu'on rentre dans ces frais avec ce genre de... Alors déjà, on ne doit pas rendre l'argent sur l'ensemble des 2,5 millions, parce que typiquement, le préachat de Canal+, c'est la valeur qu'ils estiment être celle de l'achat pour avoir la première diffusion télé du film. Il y a une part
part de crédit d'impôt, comme tous les films qui sont produits en France avec des comédiens français, des techniciens français, etc. Donc en gros, c'est la moitié du budget sur lesquels il faut qu'on ait un retour sur investissement. Nous, comme les investisseurs qui sont partis avec nous dans cette aventure-là. Et donc c'est ensuite l'exploitation du film, c'est-à-dire la sortie en salle. Mais donc c'est juste la billetterie ou La billetterie, les ventes télé ensuite peut-être dans des chaînes publiques, la vente de DVD, la vente de VOD, les ventes internationales. Enfin, c'est tous les droits qui vont progressivement peut-être nous permettre de récupérer notre mise. Ok, voilà. D'accord. Et alors, vous avez d'autres films sous le coude. Il y a un film qui a l'air de faire un peu d'animation, Nefarious. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors Nefarious, c'est un thriller psychologique incroyable, vraiment incroyable, qui a été réalisé, produit, écrit par les deux compères, les deux devoted catholiques d'Hollywood, j'allais dire, Carrie Solomon et Chuck Konzelman, qui sont les deux à l'origine du fameux film Unplanned, qui avait fait couler tant d'encre, qui en fait couler régulièrement, puisque ça a été un pied de nez, en tout cas c'est comme ça que les médias l'ont interprété, le fait que ces 8, au moment où ils ont fermé le rideau, c'est le dernier film qu'ils ont diffusé. Je rappelle juste, chers amis téléspectateurs, Unplanned, c'est un film qui raconte la vie d'une personne du planning familial qui découvre que l'avortement tue des bébés et donc change radicalement de position sur l'avortement. Exactement. Et donc ça n'a pas du tout fait plaisir, ça c'est clair. Oui, là, c'est très pro-vie et très peu aimé des médias français. Exactement. Ça avait, lors de sa première diffusion sur C8, suscité des tweets vengeurs de deux membres du gouvernement français à l'époque. Bon. Donc le film Unplanned, qui n'est pas d'ailleurs, je dirais la caricature que en disent les médias, ne correspond pas au film. Hein. Souvent, malheureusement, beaucoup de journalistes parlent de films qu'ils n'ont pas vus en se contentant de faire des copier-coller de ce qu'ils ont pu lire ailleurs. C'est un film beaucoup plus équilibré qu'on ne croit. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat ici. Mais donc ils ont commis un nouveau film qui s'appelle Nefarious. Et pareil, c'est un film extrêmement fort, très bien vu. C'est-à-dire que c'est la confrontation entre un psychiatre athée, commis d'office pour juger, on va dire, de la santé mentale d'un condamné à mort serial killer multirécidiviste, pour savoir s'il peut effectivement passer sur la chaise électrique le soir même ou s'il n'est pas vraiment en pleine possession de ses moyens et qu'il est victime, pas pénalement irresponsable, on va dire. Donc le psychiatre est athée, le condamné, en fait, déclare d'emblée qu'il est possédé par le démon. C'est le démon qui parle d'ailleurs. C'est un jeu d'acteur incroyable. L'acteur qui joue le condamné mériterait un Oscar. Il joue deux personnes, la victime, si je puis dire, qui prête son corps au démon, et le démon lui-même qui est d'une puissance absolue. Les dialogues sont remarquablement ciselés. Et donc c'est tout un dialogue extrêmement percutant qui permet de dispenser une forme de catéchèse sur le démon. Alors bien sûr, si l'on croit que le démon est une réalité... J'ai cru comprendre que c'était pas facultatif dans le catéchisme, mais continuez. Mais voilà, certains parfois le croient. Donc c'est sûr que voilà, c'est un film qui met les pieds dans le plat, qui dit que le démon existe, qu'il peut prendre possession, que les cas de possession existent. Et donc c'est comme un peu le livre de Lewis, Tactique du diable, c'est-à-dire que c'est une forme de catéchèse inversée à travers ce que c'est le diable qui nous apprend la foi. Quoi. Exactement, parce que c'est la foi des démons, comme disait Adjadj. Mais c'est vrai que du coup c'est passionnant, surtout cette confrontation entre l'athée et puis le démon. Bien entendu, l'athée ne peut pas croire, il peut croire éventuellement à la schizophrénie, mais il ne peut pas croire que l'homme soit possédé par le démon. Et donc, je ne vous livre pas tout et je ne vous spoile pas tout, mais dès le début de leur entrevue, le démon annonce à ce psychiatre qu'il va commettre 3 crimes avant la fin de la journée. Et voilà, je laisse juste entendre que les crimes en question sont très liés à cette culture de mort dans laquelle on vit aux États-Unis comme en France, peut-être encore plus aux États-Unis avec la peine de mort. Mais et voilà, donc voilà, c'est un film qui détonne et qui décoiffe. D'accord. Et qui est reçu comment ? Alors, il est reçu, c'est assez difficile à vendre, parce que dans le sens où il peut effrayer le public chrétien habituel, et notamment parce que j'avoue que pour pouvoir toucher un public d'amateurs des films, on appelle ça, j'ai découvert le genre, je ne connaissais pas, ça s'appelle des films de possession. C'est un genre à part entière, il y a des gens qui adorent les films c'est tous les films sur l'exorcisme, etc., etc. Il n'y a pas d'exorcisme dans notre film, mais donc, pour convaincre en tout cas les amateurs de ce genre de film, Chuck Konzelman et Carrie Solomon ont créé une bande-annonce qui fait flipper un peu, de fait. Alors cette bande-annonce, elle fait tellement flipper que le public chrétien n'ose pas aller voir le film, alors qu'il n'y a rien
de spectaculaire. C'est pas un film d'horreur du tout. Le frère Paul Adrien dit que c'est le meilleur film, lui, qu'il ait jamais vu en la matière, en l'occurrence. Donc c'est un thriller. C'est plus un thriller. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison de films de possession. J'en ai jamais vu de ma vie. Spontanément, on a pas envie d'aller les voir. Donc en l'occurrence, c'en est pas un. C'est plus un thriller et une joute oratoire, un huis clos extrêmement bien écrit. Mais la bande-annonce est faite pour attirer ce type d'amateurs de films au cinéma et sur les plateformes d'ailleurs. Et j'avoue qu'on joue un peu avec ça, nous, parce qu'on pense que c'est bien aussi de les alerter. Ouais, en gros, le message essentiel du film, c'est qu'on ne joue pas impunément avec le diable. Ça me paraît raisonnable. Le psychiatre fait cette expérience-là, puisqu'il ne croit pas au diable, il accepte de le faire venir en lui, bien entendu, en pensant qu'il ne se passera rien. Enfin, voilà, le film montre vraiment des choses quand même très, très sérieuses sur le sujet. Je pense que c'est un bon sujet d'air. Donc c'est assez compliqué à vendre. Bien entendu, en raison du contexte ou du sous-texte plutôt très pro-vie du film, ça, c'est les auteurs, ils peuvent pas s'empêcher. C'est pas moi qui le reprocherai, je vous le dis tout de suite. Ils font dire aux démons un certain nombre de choses, de fait, là-dessus, qui ne font pas plaisir à tout le monde. Donc on se tape la pire note de presse qui puisse être sur Allociné. On a les fiches du cinéma nous disent que c'est vraiment nauséabond. Libération parle d'un film d'extrême droite chrétien. C'est bien, comme vous n'aurez pas la Légion d'honneur pour ça, c'est bien d'avoir quelque chose qui ressemble à la Légion d'honneur. Voilà, c'est ça. Une mauvaise critique de Libération, c'est un peu ça. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez d'autres projets sur le feu, si je puis dire ? On a beaucoup de projets en développement. Un biopic sur Thérèse de Lisieux, une comédie qu'on co-développe avec UGC. On a aussi... On vient tout juste pour le Dimanche des Rameaux d'avoir sorti les 2 premiers épisodes de la saison 5 de The Chosen qui ont été un succès incroyable dans le monde entier, mais en France aussi. On était sur 110 salles, 2 séances, on a fait près de 30 000 entrées, partout, dans beaucoup d'endroits en tout cas, des salles combles, avec un public extrêmement divers, évangélique, catholique, de toutes les couleurs. Et donc on voit que saison après saison, cette série vraiment s'installe. Et donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que, et aux États-Unis, bon là c'est vraiment, je sors de mon scope, mais le week-end dernier, le film d'animation Le Roi des Rois est sorti au cinéma, est arrivé numéro 2 du box-office américain. C'est la première fois qu'un film d'animation biblique, parce qu'il s'agit vraiment d'un film sur Jésus, dépasse atteint un tel record devant les tenants du score jusqu'à présent, qui étaient l'Étoile de Noël et puis Joseph, prince d'Égypte. Donc c'est plein d'espérance pour nous, parce que nous allons sortir ce film, Le Roi des Rois, en France au mois de novembre prochain. C'est un merveilleux film d'animation qui est adapté d'un roman de Charles Dickens. Je ne savais pas, mais Charles Dickens a écrit un livre qui s'appelle La vie de notre Seigneur Jésus-Christ, racontée à mes enfants. Et donc toute l'histoire est la manière dont Charles Dickens parvient à calmer un de ses enfants turbulents un soir de Christmas Carol, où il essayait de faire une pièce de théâtre qui s'avoue un désastre à cause de son fils qui met le bazar. Et pour le calmer, et ce gamin ne jure que par le roi Arthur et son épée magique, et aux magiciens et aux devins. Et donc il va lui raconter une histoire de roi, celle du roi des rois. Et c'est une magnifique page d'évangile qui est donnée en animation, avec une très belle animation. Excellent. Écoutez, Hubert, tous nos voeux vous accompagnent pour ce développement de Sage, parce que vous faites un boulot tout à fait remarquable et fort utile, parce que l'évangélisation, aujourd'hui, ça passe par l'image, la vidéo, et par les réseaux sociaux, mais plus tellement par les églises, hélas. Mais en attendant, je pense qu'il faut occuper ce créneau-là, et je pense que Sage joue un rôle décisif dans cette bataille, entre guillemets. Je ne voudrais pas filer la métaphore de Nefarious trop longtemps, mais merci Hubert, et donc tous nos vœux vous accompagnent. Merci beaucoup Guillaume. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir Marie Nicolardo. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur Piellois. Vous êtes vitrailliste. Alors déjà, la première question qui vient au béotien que je suis, ça existe encore les vitraillistes? Je pensais que ça s'était arrêté avec la construction des cathédrales. Alors plus que jamais, et à l'heure où on enregistre, le 15 avril, c'est l'anniversaire, si je ne m'abuse, de l'incendie de Notre-Dame.
et qui a mis en lumière effectivement à travers la fameuse querelle des vitraux que c'était non seulement un métier qui existait, mais qui connaît un nouveau regain, que ce soit dans le domaine sacré comme dans le domaine profane. D'accord. Au niveau de la qu'est-ce que c'est que des vitraux profanes? Alors, des vitraux profanes, vous en avez énormément. Dès que vous aménagez des espaces, que ce soit dans des intérieurs, notamment, ça fait quelques années que les verrières sont très à la mode, par exemple, pour séparer des espaces, etc. Vous pouvez tout à fait mettre des vitraux. On peut mettre des vitraux dans des doubles vitrages, dans énormément d'endroits. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux dimensions, profane et sacrée. Et oui, c'est un métier qui existe. Et j'ai eu le bonheur de l'apprendre, de le découvrir il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'était ma deuxième question. Comment on se forme à être vitrailliste? Parce que j'imagine que c'est plus compliqué que d'apprendre à peindre. Alors, c'est un métier que je n'ai pas fini d'apprendre, comme tous ces métiers d'artisanat d'art, ces métiers d'art, etc. Parce que se confronter à la matière, en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. C'est essentiellement à travers des CAP, des brevets des métiers d'art. Il y a encore pas mal d'écoles qui le font. Moi, j'ai eu la chance de le faire au pied de la cathédrale de Chartres, au Centre international du vitrail. C'était une très belle formation, une belle expérience. Après un parcours beaucoup plus, je dirais, intellectuel, j'ai vraiment plongé dans le manuel. D'accord. Mais donc, les vitraillistes continuent à faire fondre du verre, à mettre de la couleur dedans, comment on faisait jadis, ou les méthodes ont changé Alors, généralement, maintenant, quand vous êtes vitrailliste, vous recevez le verre, il existe déjà, il est teint, etc. Ce que vous allez apporter, c'est on va le découper, on va le mettre en plomb. La question aussi, souvent, on s'imagine que le plomb, on va le fondre, etc. Le plomb est assez malléable et il est fait de telle sorte que vous allez pouvoir emboîter les pièces de verre les unes avec les autres et faire votre puzzle. Et puis après, vous allez faire des soudures avec de l'étain et tout va rentrer dans l'ordre. Et après, ce qui est magique avec le vitrail, c'est que c'est vraiment un objet qu'on va vraiment connaître totalement, uniquement quand on le met dans la lumière du jour. C'est ça qui est assez fabuleux. On travaille à plat, etc. On choisit les couleurs, on a quand même de la lumière artificielle pour travailler. Mais c'est un objet qui se révèle totalement dans la lumière du jour et évidemment qui va se décliner à mesure que passent les heures et c'est ça qui lui donne toute sa vie. D'accord. Mais ça veut dire que vous travaillez d'une certaine façon en aveugle quand vous fabriquez le vitrail, vous ne savez pas très bien ce que ça va rendre à la fin? Alors, on sait. Mais il y a une part de surprise liée à cet effet qui est unique avec la lumière du jour, en fait. Voilà. Avec ce qui lui donne vie, proprement. D'accord. Voilà. Et vous avez un maître qui vous suit? Il y a de l'apprentissage, ça se transmet comment Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour moi, ça a vraiment été la rencontre d'un maître, effectivement. Je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui incarnait vraiment cette image du maître et qui, pour moi, qui est plutôt un parcours de philosophe, de défense du patrimoine, mais de façon plus globale. Là, dans du particulier, dans du très concret, rencontrer quelqu'un qui enseigne. Et c'est l'inverse d'un métier bullshit, en fait. C'est vraiment le contraire. Ce sont des gestes qu'on apprend parce que quelqu'un est là et nous le montre. Et donc, ça a beaucoup nourri ma réflexion que j'avais, qui était un petit peu générale encore. Et là, de rentrer vraiment dans du concret et de voir que les choses s'apprennent parce qu'il y a quelqu'un qui transmet, et ainsi de suite. Et c'est aussi dans cet esprit-là que j'inscris mon travail maintenant, d'être un maillon vivant d'une chaîne de transmission, en apportant quelque chose d'autre, mais en ayant ce leitmotiv que nous sommes des nains sur des épaules de géants. Voilà, ce qui à Chartres devait bien se porter. C'est fabuleux de rentrer maintenant dans des cathédrales, dans des églises, en se disant quel travail. C'est incroyable. Voilà. Alors justement, on va venir maintenant à ce que vous êtes en train de créer. Vous allez créer, ou vous êtes en train de créer, un atelier Panoplia. Pour lequel il y a, chers amis téléspectateurs, une cagnotte en ligne, parce qu'évidemment, il faut soutenir les artisans pour se lancer, soutenir financièrement, soutenir par des commandes. Panoplia, ça va être quoi par rapport aux autres vitraillistes sur la place de Paris, mais en France? Alors, merci beaucoup de votre question. Panoplia, l'atelier Panoplia, à travers son nom, ça indique la mission que moi j'ai voulu
incarné, et c'est le fruit de mes expériences et de mes formations passées. Panoplia, c'est la panoplie, c'est l'ensemble de l'équipement du soldat. Et ça incarne pour moi le combat culturel qui commence très concrètement avec l'exercice d'un métier traditionnel. Ouais. Et au-delà de ça, l'idée va être également, alors il y a la création de vitraux. Donc, soutenir le projet, c'est évidemment donner du travail, donc passer des commandes, etc. Également, agrandir, faire une communauté, en fait, autour de ce projet, par la transmission, donc des ateliers pédagogiques, alors à des publics d'âge différents, des écoles, des élèves, des particuliers, des familles. Ça peut être à travers de l'incentive, donc auprès de publics entreprises. L'idée est d'avoir du B2B, du B2C, et également auprès de communautés religieuses, de personnes qui ont soit du patrimoine religieux, soit profane, comme je le disais tout à l'heure. Et l'idée, voilà, vraiment, est d'incarner la culture française et aussi de la populariser. Non pas par un nivellement par le bas, mais vraiment en proposant de l'excellence, en diffusant du beau, notamment parce que le beau dans le monde chaotique et laid dans lequel nous vivons ne peut que apporter du bien, en fait, le bien et le beau. Le bien et le beau, le vrai, ça marche ensemble. Et donc, c'est pour ça que le logo de l'atelier Panoplia, donc l'atelier Panoplia, le nom indique la mission, et le logo, qui est une suite de Fibonacci, indique un peu la philosophie dans laquelle je l'inscris, c'est-à-dire que c'est la recherche du beau et du bon. Au sens où il y a vraiment cette volonté de retranscrire dans l'art ce que la nature a d'harmonieux, en fait, voilà, et de le diffuser. Ah oui, d'accord, je vois mieux le rapport avec la suite de Fibonacci. J'étais pas. Ok, donc l'idée, c'est d'arriver vers le nombre d'or et de exactement, et que ça soit quelque chose de commun au plus grand nombre. On est dans une société multiculturelle, etc. Le beau réunit, le beau transcende réellement, et sans tomber dans de la condescendance ou dans quoi que ce soit, en fait, on peut se retrouver dans le beau parce qu'il y a de l'émotion avant même d'avoir voilà, des grands concepts, etc. L'expérience du beau apaise, en fait, et réordonne et fait du bien. D'accord. Alors, votre atelier est, j'allais dire, au pied de l'abbaye de Solesmes. C'est ça. Il va être ouvert au public, on pourra venir voir comment vous faites. L'atelier va ouvrir ses portes le plus rapidement possible, je l'espère. Donc, à ses fins, vous l'avez rappelé, il y a une campagne de financement participatif qui est encore accessible sur Credo Funding. Vous cherchez, le lien va s'afficher, c'est l'atelier de vitrail Panoplia, qui sera ouvert au public, alors pas à toutes les heures, etc., mais qui sera ouvert au plus grand nombre. Il y aura un lancement de l'atelier dès que celui-ci sera ouvert. Et il y aura des événements in situ, effectivement, vous l'avez indiqué, nous sommes dans la Sarthe et nous pourrons intervenir dans toute la France. Voilà. D'accord. Et alors, quand vous parliez tout à l'heure de transmission aux écoles, on peut faire un vitrail en une demi-journée ou comment on peut faire ça On peut faire ça, ça demande un peu de travail de préparation. Et bien entendu, ça ne va pas être la même complexité qu'un grand vitrail, etc. Mais on peut faire toucher du doigt la découpe du verre, la mise en plomb et la soudure, voilà, qui sont un peu les bases, en toute sécurité, bien entendu. Et ce qui est fabuleux, c'est d'ailleurs de se rendre compte à quel point généralement, ces métiers qui produisent des œuvres extrêmement complexes sont liés à des outils d'une grande simplicité. Quand vous voyez un coupe-verre avec sa petite pointe, anciennement en diamant, et de voir les formes magnifiques qu'on arrive à faire, c'est fabuleux. Et il y a tout un travail de l'intelligence de la main qu'on retrouve. Et il y a un vrai but thérapeutique aussi dans ma volonté de le diffuser et de faire avec des enfants ou même avec des adultes. C'est que c'est un remède à la virtualité. C'est un remède à la déconcentration, parce que le travail en atelier est extrêmement bénéfique. Et ça ne nous coûte pas de nous concentrer. On sort d'une journée dans un travail d'un atelier, on est nourri, on n'est pas vidé par le travail qu'on a fait. Et c'est assez fabuleux, c'est une fatigue très saine et j'aimerais la partager. Voilà. D'accord. Bien, écoutez, nous vous souhaitons le meilleur, le plus grand succès, la plus grande diffusion possible. Vous avez 1000 fois raison, on a besoin de beau. Et Dieu sait que ce qui tient lieu aujourd'hui de culture en France, hélas, c'est dégradé, pour dire les choses poliment.
Donc retrouver des gestes ancestraux et la beauté intemporelle, c'est quand même un énorme challenge, pardon pour le jargon. Mais voilà, tous nos vœux vous accompagnent et chers amis téléspectateurs, si vous voulez soit commander, soit aider au lancement de l'atelier Panoplia, voilà, vous pouvez aller sur les liens qui sont donnés derrière moi. Merci beaucoup, Marie. Merci, monsieur. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle édition de Terre de Mission. Et d'ici là, que Dieu nous garde.